c'est un problème que je vais évoquer, donc c'est celui dans les langues, c'est celui des langues on a parlé des langues avec un statut boiteux, etc., on en a vu plein, mais ici c'est le problème des langues qui n'ont pas de statut et qui ne sont même pas reconnues comme langues. Alors, dans le cas particulier, j'ai le Picard. Alors, le Picard, c'est en gros la zone entre Paris et Bruxelles, pour faire simple. Je ne parle pas du normand, c'est une langue aussi. Je ne parle pas du wallon. Dans ma carrière, en réalité, j'ai toujours évité les langues officielles, mais vraiment délibérément, et j'ai appris sur le tas, au théâtre de Pori, par exemple, dans des théâtres du côté de la Galice, etc., écouter les répétitions, et on est là près du dialecte tel qu'il se parle. En Souabe également, alors le Souabe, on va dire, c'est la région de Stuttgart, pour faire simple. Je ne pourrais pas malheureusement parler de toutes ces zones, je vais me concentrer sur certains points. Bon, alors, il y a eu deux professeurs dans ma vie qui m'ont beaucoup influencé, c'est le professeur Guillerot, un professeur de droit, qui mouillait sa chemise et voulait mettre ses idées, ses analyses exactement dans la société. Évidemment, ça ne fait pas une belle carrière, il faut le dire. C'était un juriste qui analysait les systèmes de gouvernance en fonction de leur réalisation concrète et non pas en fonction de théorie. Et le deuxième, c'est René Debry, qui était un Picard de l'université d'Amiens, qui non seulement recueillait des textes dans tous les villages, interrogeait village par village, mais suscitait des colloques de littérature. Alors vous allez me dire, mais le Picard existe finalement. Alors qu'est-ce que c'est? Alors le Picard est une langue d'Oïl. Alors là, déjà, le problème commence, puisqu'habituellement, on dit langue d'Oïl. Alors, c'est tout le résumé d'une problématique. Le mot langue d'Oïl est utilisé par les professeurs héritiers de l'école philologique française depuis le XIXe siècle. Donc c'est mon professeur Henri Roussel, qui, un philologue spécialiste de l'ancien Picard et de la dialectologie, qui utilisait exclusivement cette prononciation. Oïl, qui va donner oui, tout simplement. C'est très curieux de voir que même l'expression, le nom d'une langue disparaît de la circulation et est remplacé par du pétrole. En fait, puisque oil, langue d'oil, alors c'est très curieux parce que oil, c'est huile en Picard, en ancien Picard. Bon, bref, je n'épilogue pas, mais ça dresse déjà le tableau qu'on a vu déjà dans beaucoup d'interventions. Des langues existent, trait d'union n'existe pas, on ne sait pas si c'est du syrien ou si c'est du permien, on ne sait pas, du permiac, ici on ne sait pas chez moi si c'est du picard ou du ch'timi, encore un truc qui n'existe pas d'ailleurs, hein. Donc on est dans la problématique du macédonien, on parle de quelque chose dont le nom ancien n'est déjà pas le bon nom et dont le nom nouveau non plus remplace un nom qui n'existait pas. Donc finalement, on est bien dans la problématique d'une couche particulière des langues européennes qui n'est pas reconnue à aucun niveau, mais qui existe. Puisque pour le Picard, par exemple, il y a un poste à Lille pour cette chose. Donc il y a quelque chose qui existe. À Amiens, la même chose. Il y a même un centre d'études picardes à Lille, avec une énorme bibliothèque. Voilà. Nous sommes donc dans un monde très curieux. Alors, les critères que je retiens pour cet exposé sont des critères purement statistiques. Il y a deux groupes dans les langues d'Oïl. Il y a les parlers. Alors, on va distinguer le parler, c'est ce qui sort de la bouche, proche du français. Il y a les parlers qui sont proches du français, qui n'ont pas une masse de vocabulaire énorme. Il y a un deuxième groupe qui a une masse de vocabulaire très importante. On tourne dans les 20 000 mots pour le Picard. Il faut savoir que lorsqu'on compte 20 000 mots pour le Picard, à l'époque, le Larousse usuel des familles
faisait sa publicité sous 36 000 mots, sur lesquels il y avait bien 16 000 mots scientifiques. Donc on est franchement à égalité entre le picard et le français, et les picards estiment que leur langue existe, dans la mesure où chaque mot français, pour ainsi dire presque tous, peuvent être traduits en picard par un autre mot picard. Donc je ne fais pas ici, je n'ai pas le temps, mais voilà, il faut me croire, les dictionnaires font facilement 800 pages, c'est tout à fait remarquable pour une langue qui n'existe pas finalement. Alors, ce deuxième groupe, on l'a vu un peu ce que c'est, il atteint un niveau littéraire très intéressant, il a une proximité avec le français, c'est une tare. C'est une tare puisqu'il est considéré comme sale. La formule traditionnelle, je la dis en français, c'est « parle bien, il y a des gens ». Hein, en gros, c'est ça. Voilà, on a une proximité, mais c'est pas trop grave. Regardez, le portugais et le castillan, bien, tous les castillans vous diront que le portugais c'est du castillan mal prononcé finalement, c'est du portugais mal prononcé, quelque chose comme ça. D'abord, sur les panneaux, ce qu'on prend en réalité dans un magasin, un castillan est tout à fait perdu, il ne sait rien acheter. Hein. Nous avons donc un même type de problématique, et d'ailleurs, pendant longtemps, historiquement, les castillans considéraient les portugais comme une sorte de mauvais castillans. Voilà. Nous sommes donc dans cette problématique extrêmement curieuse et on va dire que les dialectes sont dépourvus de logique. Ils foisonnent. Au 19e, sous la Révolution, on disait c'est une bigarrure. Le dialecte chante dans chaque rue d'Arras. Ben oui, c'est le propre des langues que de représenter la communauté qui l'utilise. Donc, mais il se passe une chose, c'est qu'un jour, les locuteurs, après des décennies de censure, je précise que la censure est une censure scientifique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études scientifiques, mais qu'elles ne sont pas propagées dans le public, pour diverses raisons qu'on ne peut pas analyser ici. Après des siècles, après des décennies, voici que des locuteurs prennent conscience que s'il y a une diversité, en réalité, il y a une unité phonologique. Évidemment, ils n'utilisent pas le mot phonologique, mais ils se disent, de toute façon, les gens se comprenaient. Ils faisaient 30 km, ils faisaient 40 km pour vendre des ânes, des chevaux, tout ce qu'on voulait, il fallait bien parler, et ça fonctionnait très bien. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Cela dit, ce poids lexical a un gros inconvénient. Dans la période moderne, il tend à se créoliser. C'est-à-dire que comme la langue n'est pas enseignée, bien, on va toujours choisir, de plus en plus choisir la forme plus proche du français, ce qu'on appelle en allemand Honorarsprache, c'est-à-dire cette langue moyenne qui n'est pas de l'allemand standard, mais qui n'est pas non plus un dialecte très localisé. Et donc, cela donne un argument pour que on dise, voyez, j'ai dit patois. Le mot patois, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose de particulier à la France. Et donc c'est du patois et par conséquent, parle bien, il y a des gens. En gros, c'est ça, on revient à cette idée. Mais alors, il y avait M. Alfranc qui a dit hier, par son intermédiaire, qui a dit, mais il y a toujours des auteurs, des gens qui déposent des poèmes, des textes, des pièces de théâtre. Eh bien, en picard aussi. Alors, pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé un festival de picard, c'est-à-dire je l'ai repris d'un gars qui s'appelait Édouard Rimbaud, qui était lui-même instituteur et puis ensuite journaliste à Radio Lille, qui lui-même l'avait repris. Il y a une tradition et il n'y a pas d'histoire, on n'a pas d'archives là-dessus. Aujourd'hui, on écrit une histoire du théâtre dans le nord de la France, le picard n'est jamais cité. Donc j'ai repris ce festival, et sans me poser les questions qu'on se pose dans des cercles très érudits comme à défaut, par exemple, j'ai simplement téléphoné, écrit, tu viens faire un festival, etc. Et au total, tous les ans, j'ai eu 5-6 troupes qui sont venues. On a rassemblé entre 200 et 1000 personnes. Pour une langue qui n'existe pas, c'est pas mal, je trouve. Et alors, la presse en a parlé, alors c'est important. La presse en parle, elle dit c'est des patois. Il y a eu une pièce de théâtre en patois, et bien sûr, la suite naturelle, c'est qu'on a bien rigolé.
Voilà, on est exactement dans des problématiques qu'on a vues. Bon, moi je suis à la charnière donc, de ce monde universitaire et du monde de réalité, parce que je suis géographe et j'ai vu fonctionner les mécanismes que des gens ne voient pas, que je vais expliquer très brièvement, et en même temps je suis à la charnière de la France et de la Belgique. Bon, il faut savoir qu'en France, vous avez 6 millions de personnes, d'après mes estimations pifométriques, qui habitent dans une distance de 20 à 10 km de la frontière et participent des deux États, France, Belgique, Lorraine, Allemagne, Alsace, Allemagne, problématique gigantesque, les francs-comtois qui ont voulu être suisses au XIXe siècle, etc., etc. Quand on fait la liste de tous ces gens, il y a des gens qui ne sont pas vraiment français. Que dis-je? Excusez-moi, ça a dû m'échapper. En réalité, on est français, pas seulement parce qu'on vote. On est français également parce que j'ai du boulot, c'est à Bruxelles. Alors là, tu touches une allocation chômage, ça ne s'appelle pas comme ça là-bas, c'est un autre système. On vit dans deux mondes, c'est tout à fait différent. L'assurance sociale, le chômage, ça s'appelle les lois sociales en Belgique. Tu as eu tes lois sociales? On dit ça comme ça, en gros. Hein. Et bon, évidemment, c'est un monde très curieux pour le francophone pur qui a en plus une idée extrêmement négative de la Belgique. La Belgique, on le voit par l'accent. Hein. Ça a un peu calmé ces temps-ci, parce qu'il faut bien se rendre compte que la Belgique, tout petit pays, c'est 1/11e de la France. Fonctionne très bien, c'est un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a rien du tout, ça marche très bien, et qui s'engueule en plus à longueur d'année en deux langues différentes. Et quand vous y allez, vous dites, mais non, il n'y en a pas deux, il y en a trois, et non, il n'y en a pas trop d'autres. Néerlandais, qu'on appelle flamand, déjà, français, allemand, qui sont officiels. Vous avez aussi dans les tribunaux la possibilité de vous exprimer dans n'importe quel dialecte. C'est écrit dans les textes, c'est pas possible en France. Alors, comment ils font tous ces gens pour s'entendre? Ben, ça marche. Alors là, quand on est frontalier comme ça, on comprend que notre système à nous est complètement bouché, c'est-à-dire qu'on n'a pas le modèle du voisin, sauf pour ces 6 millions qui font le tour de la France, qui, bien entendu, l'Alsacien, la première chose qu'il fait, c'est aller prendre son avantage en Allemagne pour un boulot. L'Allemand vient de l'autre côté, pourquoi? Ben, il vient s'installer médecin en Alsace. Il y a tout un monde interlope qui ne rentre pas. Il y a 60 000 Alsaciens qui vont travailler en Allemagne tous les jours au matin. Voilà, à la frontière, vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tout ça ne rentre pas dans les statistiques. Et de mon côté, c'est la même chose. Donc je suis à 5 km. Il faut préciser que ma mère est belge. J'ai toujours vécu dans les deux systèmes et que j'ai mis 20 ans à comprendre que je vivais dans deux systèmes différents. Alors je vais vous expliquer mon point de vue sur le problème de la réalisation de l'opérationnalité des lois sur les langues. On n'en dira pas trop sur la France, on en a parlé beaucoup. Il faut quand même jeter un coup d'œil assez objectif sur la question. Alors, on est dans une schizophrénie, tout à fait, qui n'est pas spéciale à la France, hein, je vous rassure. En Belgique, par exemple, il y a un débat extraordinaire qui fleurit depuis environ un an sur qu'est-ce que la Wallonie. Qu'est-ce que la Wallonie? On dit Wall, hein, on ne dit pas c'est à Paris, oui, d'accord. Ici, on dit Wallonie. Et en Wallonie, qu'est-ce que la Wallonie? Oui, parce qu'au cas où il faudrait se séparer des Flamands. Je vous rassure, on ne va pas se séparer, ça coûte trop cher. Tout le problème est là. Tout le monde de chaque côté sait compter et on ne va pas se séparer. Puis en plus, il y a une ville entre les deux qui s'appelle Bruxelles où on ne sait pas trop bien véritablement si votre interlocuteur est d'une langue ou d'une autre. Donc Donc on a tout un débat sur le wallon, mais on ne cite jamais pourquoi la Wallonie existe. La Wallonie existe seulement parce qu'on parle wallon. Le wallon est une langue différente du français, mais à un point tel que le premier dictionnaire fait 800 pages, et que donc que l'hymne national existe, le mot national, nous n'en parlerons pas non plus, c'est très difficile d'utiliser nation, nationalité. En France, on risque toujours le coup de couteau dans le dos, et puis dans beaucoup de pays, finalement, donc on ne parlera pas de ça, on va juste s'attacher, on s'attache uniquement sur les langues. L'hymne national wallon est en wallon. Vous l'entendez, vous le lisez, vous ne pouvez pas le comprendre. Francophone, vous ne pouvez pas le comprendre.
Donc voilà dans quelles problématiques se produisent les langues d'Oïl. Je précise que des troupes de théâtre, on ne sait plus quoi en faire, des écrivains, on ne sait plus quoi en faire, ils sont reconnus nulle part. Un jour, un fonctionnaire du rectorat me téléphone, donc je passe pour Monsieur Picard, à une époque, maintenant non, je vais laisser tomber ça, à une époque, on me dit, le rectorat me dit, Monsieur l'évêque, j'étais enseignant à l'université de Valenciennes, et on me dit, bon écoutez, vous allez préparer un examen de Picard, parce que dans la réglementation, c'est marqué, il faut mettre du Picard. Très flatté que le Picard apparaisse dans une réglementation, mais je leur dis, attendez, il n'y a pas eu d'enseignement derrière, on fait un examen de fin d'année, et il n'y a pas d'enseignement avant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, écoutez, j'ai un test, c'est marqué qu'il faut un examen de Picard, on va donc faire un examen de Picard. Donc j'ai proposé des poèmes, et je n'ai pas su la suite. Il était impossible de tirer quoi que ce soit, mais ça vous donne une idée du monde de ces langues d'Oïl qui sont là. Alors un Normand viendrait et dirait la même chose, hein. Un Wallon, certainement un Franc-Comtois ou un Bourguignon va dire à peu près la même chose. Donc voilà, nous sommes dans un monde de l'irréel, bien réel. Si on fait une brève comparaison avec l'Allemagne, en Allemagne c'est bien reconnu dans la conversation. Toi t'es souabe, toi t'es bavarois, toi voilà. C'est pas pour autant que les langues sont reconnues, ça c'est autre chose. Mais dans le système français, on est, moi je suis, d'où tu viens toi? Ben, moi je suis du 22. Hein, et toi, ben, du 77. On est casé dans les départements et il est un peu, il était, parce que la situation change très vite en ce moment, il était un peu diabolique de dire je suis breton, par exemple. Alors, Picard, pour l'instant, c'est pas encore bien passé, parce que l'État découpe l'espace découpe l'espace des hommes. Les hommes, on a dit, le Picard, c'est dans la région Picardie. Bon, d'accord, mais le Picard, historiquement, c'est aussi en Artois, dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Hainaut belge. Les fonctionnaires s'arrachent leurs cheveux et surtout, ils ne veulent pas se mettre en désaccord avec leur hiérarchie. Donc, on a un fait linguistique tout à fait inattendu. Hein, je vois des textes sur l'unilinguisme, le bilinguisme, le semi-linguisme. Non, ici on est dans le rien-linguisme. En fait, ça parle rien, ça cause, et on passe pour être des gens dans une basse-cour, en fait. Il m'a fallu que j'aille travailler en Finlande, pour comprendre que je ne parlais pas français comme les autres. J'avais en face de moi des Français de France, de Montargis, que ici certains connaissent, Jean-Yves Paré, Jean-Pierre Débé, etc., des gars qui avaient fait l'INALCO, et j'ai rencontré que je mettais dans mes adjectifs dans le bon sens. Par exemple, je disais en français une blanche chemise, par exemple. Bon, c'est littéraire, fait en français, mais en Picard c'est la règle. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que papa, maman, en fait, ne parlaient pas français. Et que plus tard encore, 20 ans plus tard, j'ai compris que non seulement il ne parlait pas français, mais il parlait un Picard particulièrement riche, particulièrement archaïque. Et je n'en avais pas conscience. Évidemment, je sortais au village et tout le monde parlait comme eux. Fatalement, on ne se rend pas compte. C'est depuis 1945 que la répression a été très forte. Parce que je pense qu'avant la guerre, on ne pouvait pas réprimer. Le fait Picard était un fait majoritaire. J'ai encore eu la chance de connaître 4 personnes qui ne savaient pas parler français, qui comprenaient néanmoins à peu près ce qu'on voulait dire, mais seulement 4. Après, on a eu des bilingues. Alors, quand le bilinguisme rentre, c'est plus bon. Alors, les causes, nous n'en parlerons pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le fait est bien existant aussi bien pour le Picard que pour autre chose. Vous avez peut-être connu le couple d'acteurs Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Roger Pierre disait, quand j'avais devant moi un humoriste ardennais ou lorrain, c'était tout. Je refaisais mes valises parce que lui, il avait le public pour lui, il parlait dans son patois, et moi, le Parisien, j'avais plus qu'à me rhabiller, je reprenais le train. Texto sur RTL en 1960. Je notais déjà les informations à l'époque. Voilà. Nous avons donc fabriqué, par rapport à l'Allemagne, un matériau linguistique qui est à peu près, on va dire, 2 générations de retard par rapport à l'Allemagne.
et qui n'a pas encore rattrapé son retard. L'Allemagne, par exemple, a un dictionnaire par groupe de dialectes. Mais ce ne sont pas des petits dictionnaires, c'est des gros dictionnaires. En France, on ne les a pas encore. Le Picard a des dizaines de dictionnaires, mais il n'y a pas un dictionnaire général. Le Thesauros Pegardicus est en chantier depuis 1962, on n'y pense plus, on ne sait même plus où on l'a mis. Alors il y a eu, pour expliquer cette situation, une démission des spécialistes. Je viens d'en parler. Il y a eu une démission des spécialistes. Mon professeur André Roussel, qui était dans le Moyen-Âge, qui déchiffrait n'importe quel texte, il ne déchiffrait pas, il lisait couramment l'ancienne langue, savait tout sur le Picard, ne parlait pas Picard avec ses élèves. Je n'ai connu que 2 professeurs qui ont parlé Picard. On peut le citer, Willy Ball, à la frontière entre le Wallon et le Picard. René Debris, bien entendu, et d'autres, mais d'autres, par contre, étaient en pointe contre l'idée même de parler Picard. Ils étaient les spécialistes du Picard. C'est extraordinaire, je ne les citerai pas, parce que je pense qu'il faut avoir aussi du respect de leur situation. Ils étaient dans une situation où ils étaient obligés de faire comme ça. Pourquoi on en est là? Alors, ici, je vais dire quelques mots. Je parle toujours de langue, sur la situation politologique, c'est-à-dire la structure des États. Vous avez en gros 2 systèmes d'État. En Europe, il y a un système d'État qui se dit fédéraliste. En réalité, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Fédéraliste, en gros, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est sur un contrat. Les deux, Poidos, c'est le contrat. Les 2 interlocuteurs sont sur la même base. L'État est sur la même base que l'électeur, que le groupe d'électeurs, etc. Mais sont-ils véritablement fédéralistes? On peut discuter longtemps. Je ne le pense pas personnellement. Il n'y a qu'un seul État qui peut être considéré comme fédéral en Europe, c'est la Suisse. Puisqu'en Suisse, l'électeur peut directement intervenir sous la forme du référendum, de la votation, comme on dit, et dans le reste des États d'Europe, à différents niveaux, de différentes façons, le pouvoir est monopolisé par la représentation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la démo peuple, cratie, pouvoir, on est dans la représentation, cratie. En réalité, les Suisses disent non. Si vous voulez poser la question, faut-il enseigner? Alors c'est pas le Picard, c'est autre chose, je sais quoi. Faut-il faire ceci? Vous en entendez la radio de temps en temps, et les journalistes un peu emmerdés de dire, c'est Suisse, ils nous demandent encore l'avis du peuple. Hein. À ce moment-là, on est dans un système qu'on peut considérer comme vraiment démocratique. Sinon, dans le cas de la France, de la Russie et de la Grèce, ce sont 3 États qu'on peut considérer comme jacobins. Je donne les 3 caractéristiques essentielles, il y en a de nombreuses. D'abord, un État jacobin proclame des principes. Il réitère les principes, il redit les principes. Je vous assure qu'en Belgique, on est goguenard quand on entend un ministre de l'Intérieur dire que, alors ça se dit en français, de la République, avec des traits d'union, les valeurs de la République. Ouais, mais moi je suis dans une royauté, c'est pas mal non plus, je pense, hein, et le Belge dit strictement la même chose. Donc on a un système où il y a une proclamation de principe, l'impôt est prélevé à la base et renvoyé tout en haut. On appelle ça la distribution parapluie dans la plomberie. Vous savez, vous envoyez l'eau tout en haut et elle redescend dans les tuyaux. La décision sur l'impôt est prise tout en haut. Voilà. Il y a beaucoup d'autres conséquences, mais cela a beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que comme il y a une monopolisation par le haut devient l'objet d'une cible, c'est une cible pour 36 groupes sociaux pour obtenir le pouvoir, pour obtenir la décision. Voilà, okay. Donc, en fait, les constantes maintenant. Les constantes pour l'Europe, en matière de revendication. Au bout de 2 jours, ici, on a vu qu'on a quand même des revendications communes. Une fois qu'on a compris le système d'État dans lequel on est, on parvient à ce moment-là à trouver les bons interlocuteurs.
Quelquefois, je vais vous dire franchement, il n'y a pas d'interlocuteur. On en a encore discuté hier soir, on a des interlocuteurs changeants. Donc en fait, c'est bien difficile, mais il faut faire avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une solution possibiliste. Il faut différentes revendications, c'est-à-dire pour toute l'Europe, il faut s'en tenir partout aux mêmes critères. Je crois que le théâtre est un bon vecteur, parce que le théâtre fait participer le spectateur à tel point qu'on ne peut pas dire c'est un spectateur, mais c'est un participeur. Je parle pour le théâtre picard, dialectal et tout ce qu'on veut. Je ne pense pas que pour les langues officielles, ce soit tout à fait la même chose. Ensuite, on met son cerveau sur la scène. Je suis sûr qu'un de ces 4 matins, une société américaine va nous offrir des scanners portables sur la tête et qu'on pourra voir directement sur son écran quelle partie du cerveau est mise en route par le picard, par le comique ou par je ne sais quoi. Je crois profondément à ça parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le changement d'information suppose des changements de connexion dans le cerveau. Donc voilà, le théâtre, c'est vraiment le moteur de ce genre. Et surtout, ça rend une fierté aux gens du fait qu'ils prennent conscience qu'ils ne pensent pas de la même façon que dans le système officiel. Quelles propositions faisons-nous? Vous pourrez lire dans les textes le détail de ce que j'ai écrit dans la publication. D'abord, on a un hiatus énorme entre le monde des savants, et c'est de plus en plus fort, le monde des chercheurs, et le monde des gens qui parlent la langue. Quelque part, il faut que les professeurs s'engagent. Il n'y a pas à tortiller, on ne pourra pas faire autrement que de manifester. Je sais bien que le journal américain New York Times se moque de nous à chaque fois qu'on manifeste, et il prétend même que nous faisons des manifestations pour arrêter les manifestations. Donc, quelque part, il va falloir que l'on se mobilise. Je veux dire, le monde savant, le monde des gens concernés, bien entendu. Ensuite, il faudra aussi que je revendique un droit à la médiocrité, à la banalité. Oui, je veux voir telenovelas brésilienne, en comique. Il n'y a pas, tant pis pour Pitirim, il n'est pas d'accord, mais en fait, tout le monde veut voir les feuilletons dans les feuilletons. Il faut proposer aux gens, dans leur langue, ce qu'ils parlent habituellement, les feuilletons les plus médiocres éventuellement, enfin, ce qui tourne vraiment dans le monde occidental, dans le monde européen. Ensuite, nous devons avoir, j'ai soulevé ici un problème des droits d'auteur. J'ai noté un problème de droits d'auteur. Pour accéder aux pièces, disons, de niveau international, il y a un problème de droits d'auteur qui se pose. Il faut poser ce problème très clairement. Également, un autre problème qui me frappe, c'est l'impossibilité d'avoir des dictionnaires autres que dans la langue dominante de la langue dominée. Donc, si vous voulez apprendre le comique, pour l'instant, on ne peut pas faire autre chose que d'apprendre le russe pour commencer. Le breton, j'ai vu qu'il vient de sortir un dictionnaire breton-allemand, c'est très bien, mais c'est quand même pour l'instant encore très limité. Donc voilà, cela donne une idée de mes positions sur les questions, et surtout, ce qui est intéressant dans ce type de revendication, c'est qu'elle doit être européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller à la guerre, chacun de son côté, nous avons tous les mêmes problèmes. Il va falloir qu'on pose un nombre limité de revendications, de principes, on va dire, et on ne va pas les soumettre à la France ou quoi que ce soit. On va d'abord se tourner du côté européen, parce que c'est ça, les deux nouvelles importantes, c'est qu'on a maintenant une structure européenne qui peut nous soutenir, et on a une structure médiatique, à savoir on peut faire sa télévision, c'est vraiment la revendication essentielle pour moi, 24 heures sur 24 en commun, en breton, en macédonien, à tout ce qu'on veut, qu'on ne vienne pas me dire que ça coûte cher. Il y a tellement de feuilletons, de choses qu'on peut doubler, non pas sous-titrer, attention, doubler, que véritablement une télévision par langue est une chose véritablement faisable, mais tout le monde doit poser la revendication en même temps. Voilà, je crois que j'ai simplifié suffisamment
mon exposé, et que on pourra lire dans le détail plus tard.